Hop là, bonjour tout le monde. Hier était une journée, je suis pas du tout dans la caméra, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on se décale. Hier était une journée très importante, voire même historique pour le mouvement trans, avec des rassemblements dans à peu près 50 villes en France contre la transphobie, alors que l'extrême droite et la droite sont à l'offensive pour s'attaquer tantôt à la PMA, tantôt au parcours de transition pour s'opposer à l'interdiction des thérapies de conversion. Une partie de la gauche regardait ailleurs, trop clivant, trop technique, trop spécifique. Et pour les personnes trans, c'est pas une question de débat, c'est pas un objet de curiosité ou de réflexion, c'est leur vie. Et ces personnes-là, elles existent vraiment, c'est pas juste à la télé. Donc forcément, ça nous rappelle une période, une sale période, celle de 2012-2013, la manif pour tous, où là aussi les mêmes réactionnaires utilisaient des mêmes arguments, de la protection des enfants, la défense d'un ordre moral, d'une vision essentialisante de ce qu'est une femme et de ce qu'est un homme. Et c'est précisément pour ça qu'on invite aujourd'hui Rosane Le Carboulec. Bonjour. Bonjour, merci Tariq. De rien. Qui, du coup, a écrit un livre sur cette période de la manif pour tous, 10 ans après. Et donc, on va faire un peu le bilan de 10 ans après et comment apprendre de cette période pour ne pas la revivre. Mais c'est précisément pour ça que, parce qu'on a déjà vécu cette période, qu'aujourd'hui, une partie de la gauche comprend que ce n'est pas juste une lutte de solidarité envers les personnes trans, mais c'est une lutte qui les concerne aussi, que l'extrême droite, eux, savent, se questionnent sur les questions de genre, de famille, de lutte antiféministe, LGBT-phobe. Pour eux, c'est au centre de leur logiciel. Alors justement, hier, il y avait des syndicats, dont la CGT, Solidaire, des organisations politiques qui, pour la première fois, ont appelé largement à ces rassemblements. On va en parler tout pendant 2 heures aujourd'hui. Et on fait générique. Abonnez-vous. Alors, pour les gens qui nous regardent pour la première fois, s'il y en a encore, abonnez-vous, c'est l'émission Twitch de Mediapart qu'on fait tous les lundis en alternance avec Anna et moi. C'est l'émission dans laquelle on raconte Mediapart par les gens qui le font. Et je dois dire que cette chaîne Twitch n'est pas monétisé, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des subs si vous connaissez Twitch et que vous avez l'habitude d'être sur Twitch, parce que nous pensons que Twitch, qui appartient à Amazon, a déjà bien assez d'argent et que si vous voulez soutenir cette émission et Mediapart, il faut vous abonner. Et pour cela, parce qu'on est sympa, il y a une offre spéciale qui est 1 mois de découverte de Mediapart gratuit, juste en dessous de cette vidéo, si vous regardez en direct, et ce sans rentrer ses comptes de sa carte bleue et sans renouvellement secret, etc. Donc il n'y a pas de bonne raison de ne pas s'abonner. Abonnez-vous. Aujourd'hui, il y a Vincent qui va être à la modération, que j'ai déjà vu dans le chat sous le pseudo Cropule. Donc, comme d'habitude, pas de propos sexistes, racistes, LGBT-phobes, on s'insulte pas, etc. Et là, particulièrement, je pense qu'il faut dire sur les questions LGBT, il y a beaucoup de questions. Vous avez le droit de poser vos questions et n'ayez pas peur d'être maladroit. On est là pour ça. On ne sera pas vexé. Et on sait faire la différence entre quelqu'un qui ne sait pas utiliser le bon mot au bon endroit et quelqu'un qui est violent, homophobe, transphobe ou quoi. Donc, à la fois, on se respecte et à la fois, on essaye de passer un bon moment tous ensemble. Avant de faire la revue de la semaine de ce qu'il y avait sur Mediapart, peut-être est-ce que tu peux te présenter, parce que tu n'es pas une journaliste de Mediapart comme les autres, car tu es indépendante. Tu travailles pas seulement pour Mediapart, mais aussi pour d'autres titres de presse. Donc déjà, quel est ton parcours en tant que journaliste et qu'est-ce que ça veut dire être journaliste indépendante ? Déjà, merci beaucoup Tariq pour cette invitation et merci de me permettre de parler du travail de journaliste indépendante et de pigiste. J'en profite pour faire coucou dans le chat à Poulpine, qui est une consoeur journaliste. Et je vois que Couette99 dit « Pas de soins affirmatifs pour les enfants is the new un papa, une maman ». Tout à fait, je confirme. Alors, du coup, je suis journaliste depuis un peu plus de 10 ans maintenant, déjà.
Je commence à me sentir vieille. Et quelle période? C'est 10 ans. ça, 10 ans, comme par Et hasard. 2012. Comme par hasard. Les complotistes pourraient dire comme par hasard, je pense. J'ai commencé à l'Obs, plus particulièrement au Plus, qui était l'espace participatif du site internet du Nouvel Obs, où on publiait des tribunes de témoignages, d'analyses, des expertises, et où j'étais en charge de la rubrique sexo-santé, et où je traitais aussi des questions de genre. Et où voilà, je publiais pas mal de tribunes. Bon, pour en parler plus longuement, enfin, j'en parle pas mal dans mon livre, où il y a toute une partie sur l'analyse médiatique de cette période-là. Et c'était effectivement en plein pendant les débats sur le mariage pour tous. Ok. Voilà, donc j'ai passé 5 ans là-bas. Ensuite, j'ai été rédactrice en chef de Tétu. J'ai travaillé pour différents médias en tant que pigiste. J'ai créé un podcast qui s'appelle Queer pour une boîte de production qui s'appelle Nouvelles Écoutes, pour lequel j'ai fait 3 saisons. Et je suis aujourd'hui journaliste indépendante, et je travaille principalement pour Mediapart. J'ai aussi bien écrit un livre du coup que tu as mentionné, qui s'appelle Les Humiliés, qui est sorti aux éditions Les Équateurs en 2023, il y a 1 an, tout pile, Hop quasiment. là. Je le fais apparaître sur votre Merci. écran par magie. Et j'ai créé aussi une newsletter sur les questions de genre qui s'appelle Gender Cover, sur laquelle je ne suis pas hyper régulière parce que je suis sous l'eau niveau travail, notamment pour Mediapart. Donc en fait, j'ai pas le temps d'écrire. Voilà, désolée pour les abonnés de la newsletter s'il y en a. Et donc, je suis journaliste indépendante depuis maintenant 2019. Je fais partie d'un formidable collectif de pigistes qui s'appelle Hors Cadre, qui m'a littéralement sauvé la vie, parce que je pourrais pas être journaliste pigiste sans appartenir à un collectif, je pense. Enfin, vraiment, on se soutient. Puis, il y en a beaucoup d'ailleurs qui travaillent pour Mediapart aussi. Ok. T'as une question sur le Non, ouais, du collectif? coup, ça consiste à quoi? Alors, on a un bureau déjà Ouais. partagé. Donc, ça nous fait un lieu commun Ouais. où on peut se retrouver, où on peut travailler quand on n'a pas la possibilité de travailler chez soi, quand on n'a pas envie. Donc ça, c'est déjà super. Ensuite, on fait une réunion. Là, pareil, on n'est pas très assidus là-dessus, mais on fait une réunion normalement hebdomadaire pour parler un petit peu de nos sujets. On fait aussi des auto-formations entre nous, où on a chacun nos champs de spécialité, nos champs de compétences. Et en fait, on fait des petits moments comme ça où on s'auto-forme entre nous sur les champs divers de compétences de chacun, chacune. Et voilà, et puis on s'entraide, on brainstorm sur les idées de sujets, on s'échange les contacts des rédacteurs, rédactrices en chef, on échange sur les gentils, sur les méchants. Et voilà, et on se soutient mutuellement, et ça, c'est vraiment... Enfin, moi, vraiment, ça a été d'un apport pour moi très important, parce que quand on est journaliste pigiste, on est très seul en fait dans son travail. Quand bien même on a des rapports avec les rédacteurs, rédactrices en chef, mais on n'a pas toujours un retour sur notre travail. En fait, moi, ça m'arrive très souvent d'envoyer des papiers et de pas du tout avoir un retour, juste de le voir publier, de pas savoir ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et dans le processus pareil d'écriture ou d'enquête, on est quand même très très seul globalement. Et donc pour moi, c'était vraiment important de faire partie d'un collectif. Voilà, je sais pas, je pourrais dire plein de trucs sur le travail de... Et sinon, sur ton boulot, toi, tu t'es spécialisée sur les questions LGBT et les questions féministes, ça, Ouais. enfin, questions de genre au sens large, pour tous les journaux. Et du coup, c'est lié à ton engagement, enfin ton début de carrière en 2012, etc. Mais est-ce que tu ne fais que ça? Est-ce que c'est circonstanciel? Je ne fais pas que ça, et je ne pourrais pas faire que ça parce que c'est épuisant. Mais effectivement, je me suis peu à peu spécialisée là-dessus en 2013, du coup, après 2013, quand je travaillais à l'Obs. Parce que, comme je le dis dans mon livre, en fait, cette période-là, ça représente à la fois le moment où on a remis en cause, de la manière la plus violente qui soit, mon identité en tant que lesbienne, parce que je m'affirme maintenant en tant que lesbienne. Mais justement, depuis ce moment-là, je ne le faisais pas du tout avant. Ouais. Et à ce moment-là, tu l'affirmais dans la rédac? pas du tout. Non, ouais, ok. Ah non, j'étais complètement dans le placard. J'en parlais à quelques collègues, mais c'est tout. Mais du coup, mon identité a été remise en cause dans la société, et y compris dans ma profession, ou dans le média dans lequel je travaillais, donc qui était le Nouvel Obs. On publiait des tribunes homophobes, en fait, d'opposants
au mariage pour tous, en estimant que ça relevait de la liberté d'expression et du débat démocratique. Ouais. Et sauf qu'on a créé de toutes pièces un militant de la Manif pour tous qui, grâce à nous, a été repéré par Brigitte Bardot, a été reçu à l'Élysée avec François Hollande. Voilà, et du coup, moi, ça m'a vachement questionnée en fait sur qu'est-ce que c'est être journaliste, qu'est-ce que c'est être un média de gauche, qu'est-ce que la liberté d'expression, le débat démocratique, enfin, tu vois, jusqu'où on peut aller. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé effectivement de plus me cacher, parce qu'en fait, si les personnes LGBT et les minorités de manière générale ne parlent pas de leur vécu et identité, personne ne le fait. Il faut que ça commence par là. C'est vrai. Voilà. On va parler de tout ça. Je fais d'abord la petite revue traditionnelle de ce qu'il y avait sur Mediapart cette semaine. Hop. Qu'y a-t-il sur Mediapart ? Et c'est par ici. Voilà, donc là on a la une du site aujourd'hui. Alors, cette semaine, un premier article de Pauline Grohl qui est sorti le 30 avril, Apologie du terrorisme, la journée kafkaïenne de la France insoumise. Deux insoumises de premier plan, dont la présidente du groupe parlementaire, ont été auditionnées mardi par la police judiciaire pour des propos liés au conflit au Proche-Orient. À gauche, plusieurs figures du monde politique, associatif et syndical dénoncent une dérive répressive très inquiétante pour les contre-pouvoirs. Ensuite, c'était la semaine du 1er mai. Je sors du cadre, je vais changer. 1er mai, donc à Paris, un défilé du 1er mai inquiet. C'est Justine Brabant qui était dans le défilé parisien. Plus de 200 000 personnes ont manifesté en France aujourd'hui selon les syndicats. Dans les cortèges, beaucoup de Français ont dit leurs inquiétudes, paupérisation, montée de l'extrême droite, attaque des libertés publiques et situation à Gaza. Social, toujours. Ah non, pas social. C'est de l'autre côté, les riches d'abord, on fait le social après. Les salaires des dirigeants du CAC 40 sont toujours plus élevés. Romaric Gaudin, donc, qui écrit une étude d'Oxfam montre qu'en 2022, la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 est 130 fois plus élevée que le salaire moyen des salariés de ces groupes et 333 fois supérieur au salaire minimum. Les écarts se sont donc encore creusés depuis 2019. Et si je me suis pas trompé, voilà, la question sociale, donc du pôle social, Cécile Hautefeuille a écrit cet article sur le CPF, le compte personnel de formation, la fin de la gratuité. Les salariés qui utilisent leur CPF devront désormais s'acquitter d'un reste à charge fixé à 100 € en 2024 et voué à augmenter au même rythme que l'inflation. L'exécutif amoche sa propre réforme de la formation professionnelle instaurée en 2019 pour faire des économies. Ensuite, Younes Abzouz, avis de tempête à France Inter où la rédaction subit une remise au pas à marche forcée. Entre la suspension à titre conservatoire de Guillaume Meurice et les coups de boutoir annoncés contre plusieurs émissions emblématiques de France Inter, les journalistes de la radio publique s'inquiètent d'un virage éditorial plus large et d'une reprise en main politique de leur station. Ensuite, ouais, ça c'est un entretien qui est vachement bien, que je vous invite à lire, de Fabien Escalona. Dans l'électorat du RN, le racisme s'articule à des expériences de classe. C'est le chercheur Félicien Faury qui publie Des électeurs ordinaires, une plongée dans les visions du monde de ceux qui ont déjà voté pour le parti Le Peniste. Il décrit des personnes en position de dominant-dominé, craignant de perdre les privilèges d'un ordre racial qu'ils voient s'effriter. C'est assez drôle, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir justement quand tu vas voir l'extrême droite. Ça m'a rappelé quand toi t'allais voir les gens de la Manif pour tous, ou du moins les familles et tout ça. Je trouve que c'est toujours quelque chose d'intéressant à aller voir. J'ai pas lu cet entretien, tu m'as beaucoup donné envie de le lire. Eh ben super. Abonnez-vous. À Mayotte, le spectre du choléra plane sur le plus grand désert médical de France. C'est Grégoire Méraud qui écrit cet article depuis là-bas. Donc, alors que l'épidémie de choléra flambe dans les Comores voisines, Mayotte connaît ses premiers cas autochtones de la maladie. L'extrême précarité, le manque d'accès aux soins comme de personnel médical font craindre une flambée épidémique, le tout dans un contexte sécuritaire de l'opération gouvernementale Mayotte Place Nette, lancée mi-avril. Il me semble, voilà, Médecins sans frontières, une offensive sur Rafah serait catastrophique. Donc c'est Gwenaël Lenoir qui écrit l'offensive israélienne sur Rafah n'est qu'une question de temps. Voilà ce que les organisations humanitaires actives dans la bande de Gaza s'entendent. Voilà,
Je sais plus lire. Julien. Voilà ce que les organisations humanitaires actives dans la bande de Gaza s'entendent dire par les autorités de Tel Aviv. Michel Lacharité, responsable des urgences pour Médecins sans frontières, explique la catastrophe à venir. Et ensuite, il y avait cette série. Je l'ai mis en fin parce qu'on va en parler aujourd'hui. Mineurs trans, la fabrique d'une panique. Donc, les parlementaires LR ou RN veulent interdire les transitions médicales aux mineurs. Derrière un vernis faussement scientifique et une prétention à protéger les enfants se cache une stratégie plus globale visant les droits des personnes trans en général. L'enquête sur une opération de désinformation et ses relais. Donc là, pour l'instant, il y a 3 épisodes. Il me semble que le 4e sort ce soir. Et demain, dans À l'air libre, vous voulez donc l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Vous pouvez retrouver une émission sur ce sujet avec Mathilde Mathieu qui a écrit avec David Perrotin ces articles. Et on va y revenir beaucoup aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions dans le chat. J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts et prêtes. Alors, à quand un vrai debunk du torchon transphobe de Moutot et Stern? Eh oui, c'est... Ça a été fait par Tétu ouais, déjà. J'ai vu Par ça. Thomas Vampouille. Moi, j'avoue que j'ai pas eu le courage de le lire encore. Je suis pas sûre que ce soit... Enfin, du coup, des médias s'en sont occupés. Ouais. J'ai pas spécialement envie de leur faire de la pub. Mais Exactement, c'est toujours la question. Et il y a aussi sur Blast, notre confrère Usul qui a fait son épisode de Rhinocéros sur comment les médias ont reçu Stan et Moutot là-dessus. Et de comment... Enfin, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que du coup, comment on parle de ces militantes sans leur faire de la pub et de dire, est-ce que... Moi je pose aussi cette question de est-ce qu'il y a une spécificité en réalité de ces deux personnes qui aiment la lumière, aiment les médias et en font un véritable marché avec tous les autres transphobes qui s'organisent, que ce soit au Sénat ou dans la rue. Leur particularité à elle, c'est quand même que Dora Moutot, c'est une ancienne journaliste. Marguerite Stern connaît très bien les médias et d'ailleurs elle publiait des tribunes sur Le Plus quand moi j'y travaillais. Et déjà à l'époque, moi l'impression que ça me donnait, c'est qu'elle cherchait vraiment la lumière et qu'elle était prête à publier des tribunes sur tout et n'importe quoi pourvu que ce soit publié. Donc c'est des personnes qui connaissent très bien les médias et c'est ce qui fait notamment que leur livre a tourné sur tous les médias Bolloré. Après, heureusement, pour l'instant, le service public ou d'autres des médias un peu plus généralistes, mainstream, n'en ont pas encore parlé. Mais elles sont beaucoup plus rodées à l'exercice que l'Observatoire de la Petite Sirène, par exemple, ou d'autres, même, quand bien même, elles aussi ont un certain réseau, mais peut-être plutôt en politique que dans les médias, je dirais. Justement, peut-être on peut décrire ce que c'est que l'Observatoire de la Petite Sirène. Oui, bien sûr. C'est une organisation créée par deux personnes qui sont psychanalystes, Céline Masson et Caroline Eliatchev, sur lequel j'avais fait un article pour Mediapart il y a 2 ans, je crois, et qui clairement ont pour obsession la lutte contre les traitements médicaux pour les mineurs trans. Et qui ne cessent de publier des tribunes, mais tout comme Dora Moutot et Marguerite Stern, et sont très très actives là-dessus. Et comme l'expliquent Mathilde et David dans leur enquête, elles ont des réseaux politiques, puisque ce sont elles qui ont plus ou moins pris la tête en fait du rapport Les Républicains. Du coup, les auditions ont lieu en ce moment. Rapport Les Républicains qui veut interdire toute transition de genre chez les mineurs. Et en fait, ce sont ces 2 coprésidentes de l'Observatoire de la Petite Sirène qui ont mené les auditions et qui étaient vraiment à la tête du truc, quoi. Donc, elles ont une certaine influence et un certain poids, et ça se retranscrit totalement dans le contenu du rapport, qui est dans la droite lignée de ce qu'elles prônent, en fait. Ouais, et c'est intéressant parce que du coup c'est la droite qui l'a proposé au Sénat, c'est ça, les Républicains. Sur la manif pour tous, c'était aussi beaucoup les Républicains. Et il y a le rôle de l'extrême droite qui, elle, je crois, a proposé une loi à l'Assemblée, c'est ça? Comment ils se répartissent les rôles et comment tu analyses ça, toi?
Effectivement, la proposition de loi de RN porte exactement sur les mêmes questions, en beaucoup moins développé. Et elle a été déposée quelques jours, je crois il y a quelques jours seulement. Et ce qu'on observe, en fait, ce qu'on observait peut-être, si on l'observait en fait, totalement aussi, on observe une convergence des conservatismes sur les LGBT-phobies. On l'observait il y a 10 ans avec l'homosexualité, où dans la rue, il y avait des membres du Front National, il y avait bien sûr les Républicains qui étaient très, très engagés contre le projet de loi à l'époque. Et en fait, on a la même convergence des conservatismes aujourd'hui avec, entre les Républicains et le RN qui publie en l'espace de quelques semaines des propositions de loi totalement similaires sur le sujet. Donc on a une vraie offensive transphobe en ce moment en France, et pas que en France, on en parlera peut-être après. Et voilà, parce que les personnes trans et les questions LGBT et les questions minoritaires de manière générale sont des cibles assez faciles, qui ont peu de moyens pour se défendre. Et du coup, ça devient un peu les cibles interchangeables des mouvements conservateurs par rapport à ça. Trop bien. Il y a Terence qui demande quels sont les points communs entre la Manif pour tous et l'offensive transphobe actuelle. Personnes impliquées, méthodes, quelles en sont... quelles sont en outre les éventuelles spécificités de l'offensive actuelle? Est-ce que toi, par rapport à 2012, t'as l'impression que c'est la même chose, ou est-ce que... Il y a beaucoup de points communs et je dirais une différence essentielle, mais qui est en train d'être complètement bouleversée par les propositions de loi déposées là en ce moment. Les points communs, c'est qu'effectivement on assiste exactement, on observe exactement les mêmes méthodes en fait chez les opposants, qui sont par ailleurs globalement les mêmes. On retrouve dans l'Observatoire de la Petite Sirène des anciennes de la Manif pour tous. Je pense à Aude Mirkovic, Olivia Sarton et d'autres qui étaient des militantes de la Manif pour tous à l'époque. Donc en fait, on retrouve globalement les mêmes protagonistes, on retrouve les mêmes méthodes médiatiques, c'est-à-dire la publication massive de tribunes. À l'époque, c'était contre le mariage pour tous. Aujourd'hui, c'est contre les transitions des mineurs ou contre les personnes trans de manière générale. Encore que, là, on tombe vraiment dans l'illégalité, donc ça devient un peu compliqué. Mais en tout cas, la multiplication de tribunes pour créer du débat et créer une véritable panique morale sur le sujet, en fait. Et ce aussi en répandant énormément de fausses informations. C'était le cas à l'époque sur le mariage pour tous qui ferait s'effondrer la civilisation, plein de choses atroces qui ont été dites sur les personnes homosexuelles. Et c'est pareil aujourd'hui. En fait, il y a énormément de fausses informations qui sont débunkées notamment par Mediapart, et l'interview de 2 médecins qui suivent des mineurs trans qui a été faite par David Perrotin et Mathilde Mathieu, et qui est vraiment... je vous invite à vraiment la lire. En fait, elle est très, très développée. Je pense qu'elle répond globalement à quasiment toutes les questions sur le sujet. Et la grosse différence, effectivement, j'oubliais, c'est que à l'époque du mariage pour tous, il y avait un projet de loi. Là, jusqu'à il y a quelques semaines, en fait, on assistait au début d'une offensive trans, alors qu'il n'était pas du tout question de faire évoluer les droits des personnes trans. Une offensive transphobe, alors qu'il transphobe, était pas... pardon. Ouais. Voilà, donc ça c'est en train d'évoluer parce que la sénatrice Mélanie Vogel d'Europe Écologie Les Verts, du coup, pour répondre un petit peu à l'offensive transphobe, a déposé une proposition de loi au Sénat pour l'autodétermination des personnes trans. Mais en fait, jusqu'à présent, il n'y avait pas du tout de projet législatif de faire évoluer les droits des personnes trans. Et malgré ça, on assiste quand même à une offensive transphobe extrêmement violente. Et c'est là, pour moi, que c'est limite encore plus inquiétant en fait qu'il y a 10 ans, quoi. Ouais, c'est que à l'époque c'était un truc en réaction, alors que là c'est l'inverse qui se passe. Quand tu dis l'autodétermination, pour qu'on comprenne bien l'autodétermination des personnes trans, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et
crois savoir. Parce que moi aussi, je suis LGBT. Moi aussi, je suis... Tu es aussi spécialiste du sujet. Ouais. Tu peux le dire. Oui, je peux le dire. Je suis dans une asso LGBT. La question de faut-il pouvoir changer d'état civil gratuitement, facilement, ou alors qui n'apparaissent plus du tout sur les papiers, ou alors il y a quand même quelques débats. Comment est-ce que tu peux les expliquer un peu à nos spectateurs et spectatrices? Oui, bien sûr. Il y a encore des débats concernant le changement d'état civil pour les personnes trans, qui aujourd'hui est encore contraignant, bien qu'il ne soit plus, je trouve pas le mot, conditionné à la stérilisation. Parce qu'à l'époque, je crois que c'était avant 2016, c'est ça. Allez donc, on va s'en sortir. Avant 2016, du coup, le changement d'état civil des personnes trans était conditionné à leur stérilisation, ce qui était quand même assez violent. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il y a quand même plein d'étapes à remplir, et notamment une espèce d'enquête où il faut rentrer dans les bonnes cases et montrer que on vit, on s'identifie bien en tant que personne de tel genre aux yeux de la justice, en apportant des preuves de son vécu, de son identité. Ça peut être des photos, ça peut être des témoignages de proches. Et du coup, ça met les gens quand même dans des positions très, très, très précaires et très humiliantes aussi. Voilà, donc l'autodétermination des personnes trans, ça correspondrait à un changement d'état civil, du coup démédicalisé totalement, ce qui est quand même davantage le cas aujourd'hui, et surtout déjudiciarisé, c'est pas facile à dire, et voilà, et du coup permettre simplement aux personnes trans de changer d'état civil sur la simple base de leur ressenti et de leur vécu, et sur simple demande. Ouais. Alors, on continue. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Bravo les lesbiennes, totalement. Yes. Alors, j'essaie d'avancer parce que le podcast queer que je recommande, n'hésitez pas à vous abonner à Gendercover. Bravo Rosanne, tu as le fan club qui est là. Ouais, je crois qu'on identifier qui est cette fan. C'est bien, faut toujours venir avec son fan club. À quand des conférences en Belgique? On a fait le festival de Mediapart il y a pas si longtemps à Bruxelles. Faut venir. Alors, j'avoue que c'est un cause pour moi cet épisode. Débat. Alors, il y a des spécificités des transphobes TERF par rapport à d'autres groupes transphobes, à mon avis. Les TERF, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les TERF? Si ça sert à quelque chose. Je vais essayer de le dire avec mon magnifique accent anglais. Oui, c'est toujours compliqué. Trans Exclusionary Radical Feminists. Yeah, perfect. En gros, c'est des femmes, des personnes qui s'identifient comme féministes, tout en excluant les personnes trans de leur combat féministe. Et c'est le cas de Dora Muto et Marguerite Stern, par exemple, qui en sont un parfait exemple, et qui, elles, ne s'identifient pas forcément comme TERF. Elles ont un peu détourné le truc, et maintenant, elles s'appellent les fémélistes. Parce qu'elles défendent le fait qu'on ne puisse s'affirmer femme que sur la base de notre identité biologique, et du coup de notre sexe biologique, quoi. Voilà. C'est quand même une rupture avec le féminisme totalement traditionnel. Totalement. Alors ouais, voilà, moi j'aime bien cette question. Pour les mineurs d'abord, mais elles viseront jusqu'au moins de 25 ans ensuite. Ouais. Alors déjà sur la question des mineurs, on le sait, l'argument de la protection des enfants est utilisé cette fois-ci. Elle a été utilisée pendant le mariage pour tous et également à l'international. On pense à la Russie, où ça a commencé comme ça, la Russie de Poutine, qui a commencé sur la protection des mineurs. Et puis aujourd'hui, on voit que il est quasiment interdit d'être LGBT. Ouais. Le mouvement LGBT, je ne sais plus comment il l'appelle, est catégorisé comme terroriste. C'est pourquoi, en fait? Pourquoi les enfants? Est-ce que c'est parce que ce ne sont pas des sujets? Est-ce que c'est parce qu'il faut les protéger
T'as des éléments à donner sur cet argument? Parce qu'ils peuvent pas réagir. Enfin, déjà, c'est facile de parler en leur nom, étant donné que les enfants ne peuvent pas parler. Du coup, on les fait taire par la même occasion. Et effectivement, dans les similarités entre les débats homophobes sur le mariage pour tous à l'époque et aujourd'hui, ce qu'on observe et l'offensive transphobe, il y a bien sûr les arguments. Et donc là-dessus, il y a par exemple la disparition de la binarité de genre, de la différence sexuelle et bien sûr la protection des enfants, la sacro-sainte protection des enfants. Qui est vraiment brandi comme argument à chaque fois. Et ce, alors même que ces personnes-là ne se mobilisent pas, par exemple, concernant la mutilation des enfants intersexes. C'était pas non plus mobilisé concernant les violences sexuelles dans l'Église. Et que aujourd'hui, si on veut vraiment parler de protection des enfants, en fait, faut s'attaquer aux lieux dans lesquels les enfants sont victimes de violences. Ces lieux-là, c'est quoi? C'est la famille et c'est l'Église. C'est pas la communauté LGBT. Oui, on a rarement vu. Clairement. Et du coup, si ces personnes voulaient réellement défendre les droits des enfants, il y aurait des combats largement plus prioritaires que celui-là. Mais c'est hyper facile, en fait, d'émouvoir des gens sur cette question-là, parce que tout le monde veut le bien-être des enfants. Tout le monde veut la protection des enfants. Donc, c'est tellement facile, en fait. Ouais. Et du coup, sur cette histoire des 25 ans, c'est-à-dire qu'on n'est même pas majeur à 18 ans. Pourquoi d'où ils sortent ces 25 ans C'est une bonne question, mais effectivement, j'avais lu ça aussi quelque part. Je crois effectivement que c'était un questionnement soulevé par Jacqueline Eustache-Brignot, qui est la sénatrice à l'initiative du rapport de LR sur les mineurs trans. Et effectivement, c'est pas impossible, étant donné que on peut observer dans toutes les offensives, dans tous les discours transphobes en ce moment, qu'il ne s'agit pas seulement en fait de s'attaquer à la transition de genre des mineurs. Et ça, Mathilde et David l'ont notamment montré dans leur enquête sur un collectif qui s'appelle Hippomonie, où des membres du collectif disent clairement sur leur Discord que le but c'est d'aller plus loin ensuite, quoi, et d'interdire toute transition, et qui tiennent des propos mais totalement transphobes sur le Discord. Donc bien sûr, c'est pas, on parle pas que des mineurs. C'est un vernis. Du coup, Terence nous demande il parle de Mathieu Burgalassi, je le connais pas, mais trouvait que les chercheurs ne s'impliquaient pas suffisamment dans les médias pour contrer ce discours nauséabond. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne question. Je réfléchis à est-ce que j'ai vu des tribunes, par exemple, de chercheurs défendant une autodétermination des personnes trans récemment. Là, ça me vient pas tout de suite, mais j'imagine qu'il y en a quand même eu. Je ne sais pas si la question, c'est qu'ils n'interviennent pas suffisamment ou qu'ils ne sont pas suffisamment interviewés aussi. C'est possible. Puisque dans les autres similarités avec les débats sur le mariage pour tous, ce qu'on observe, c'est que les médias qui parlent des questions LGBT et qui parlent des questions LGBT à l'époque et encore aujourd'hui, c'est les médias de droite, réactionnaires, voire d'extrême droite. Alors aujourd'hui, c'est les médias du groupe Bolloré. À l'époque, ils existaient dans une moindre mesure. Mais ce sont, par exemple, Le Figaro, Marianne et d'autres qui monopolisaient les publications sur le mariage pour tous il y a 10 ans et qui monopolisent les publications sur la transidentité aujourd'hui. Et du coup, ça donne la tonalité du débat où forcément on n'a que des publications totalement transphobes, parce que la ligne éditoriale de ces médias-là est contre l'autodétermination des personnes trans. Donc ça, c'est vraiment une grosse similarité. Je viens de voir qu'il y avait eu un raid, je ne l'ai pas vu en live, donc merci Joyeux Sociologue. On parle aujourd'hui de l'offensive transphobe et plus largement des questions LGBT, parce qu'on va élargir un peu plus tard dans l'émission, avec Rosane Le Carboulet, qui est journaliste indépendante et qui pige pour Mediapart. Alors justement, donc il y a
Bichéite qui dit je me demandais s'il y avait des médias qui se disent que ce serait pertinent d'inviter des personnes transgenres qui taffent sur ces sujets depuis longtemps pour causer justement des spécificités du mouvement gender critical. Il y a une émission demain sur Mediapart à l'air libre. Avec des chercheurs, du coup, des personnes trans qui bossent là-dessus. Alors, je sais pas encore exactement le programme. Ouais. Non, je sais pas le programme. Je préfère pas dire n'importe quoi pour pas bousiller le travail de mes collègues qui ont fixé les invités. Je sais pas s'ils sont tous validés. Mais en tout cas, il y a plein de médias qui invitent. Enfin, non, je dis n'importe quoi. Il n'est pas assez. Effectivement, les personnes trans de manière générale sont pas assez invitées dans les médias, et alors les expertes trans encore moins. Enfin, clairement. Ouais. On a dit que la manif, donc là c'est Afon qui dit, on a dit que la manif contre le mariage pour tous avait été une occasion de renforcer les réseaux de droite. Est-ce que cette offensive contre les trans n'est pas là aussi dans ce but politique ? Si, totalement. Comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, la protection des enfants, c'est un très bon moyen de fédérer et très facile. Sachant par ailleurs qu'on approche des élections européennes qui ont lieu le 9 juin, j'espère que vous êtes inscrits sur les listes électorales. C'est trop tard. Sinon, c'est trop tard. Voilà, donc pas bravo si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous pouvez toujours faire les procurations. Ça, si je crois que vous pouvez vous inscrire en mairie. Je crois que c'est encore ouvert. Okay. C'est en ligne que c'est plus possible. Okay. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, foncez en mairie demain. C'est encore possible, peut-être. J'espère que je suis pas en train de dire une fake news. Dans tous les cas, elle est en mairie. Donc oui, bien sûr, il y a un intérêt politique à ça, parce qu'on approche d'élections majeures, dont la plupart des gens se foutent, mais bon, qui ont quand même une incidence, notamment sur les droits des personnes LGBT en Europe. Donc oui, bien sûr. Ouais, et justement, vu qu'on va parler un peu d'Europe, en Angleterre, il y a un mouvement transphobe qui en fait existe depuis quelques années, et en fait, les militants ont vu arriver en France ce truc-là, mais ça existait déjà aux États-Unis et en Angleterre. Il y a quelqu'un qui s'est importé des USA, cette offensive transphobe, non ? Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui évoquait J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter aussi, qui a complètement viré transphobe tout à l'heure dans les commentaires. Oui, bien sûr, le mouvement TERF est principalement né au Royaume-Uni, par exemple, où les activistes TERF sont très, très, très actifs. Et puis, on observe énormément de régression des droits des personnes trans aux États-Unis aussi. Donc, bien sûr, ouais, totalement. Et dans le reste de l'Europe, pareil à peu près ou c'est... Dans le reste de l'Europe, on peut observer que globalement, les offensives... plus largement sur les questions LGBT. Ouais, sur les questions LGBT, les offensives LGBT-phobes sont corrélées très clairement à la poussée de l'extrême droite en Europe. Là où on observe les offensives les plus violentes, en général, c'est dans des pays qui sont gouvernés par l'extrême droite. Donc, typiquement, la Hongrie, où j'avais fait un reportage pour Mediapart il y a 2 ans, à peu près. Donc oui, bien sûr, il y en a des attaques un peu partout en Europe en ce moment. Et quelles sont les mesures législatives prises à l'étranger qui mériteraient d'être transposées dans le droit français ? Est-ce qu'il existe des endroits où c'est plus simple qu'en France, où on peut s'inspirer ? Alors, je ne connais pas toute la législation européenne, mais je sais que là, par exemple, je crois que l'Allemagne vient de faciliter le changement d'état civil. Je sais que c'est aussi le cas dans les pays nordiques. L'Espagne a fait beaucoup aussi récemment pour les droits des personnes LGBT. Ouais. Donc oui, bien sûr, on n'est pas du tout les premiers sur ces questions-là, loin de là. Ouais, il revient souvent cette question des USA. Là-bas, ça a été c'est très lié au Trumpisme, etc. Quand on parlait du livre transphobe là, de complotisme, de fake news, etc., c'est aussi une méconnaissance parce que les personnes trans n'étant pas très visibles,
quand tu ne connais pas de personne trans, c'est quelque chose d'extérieur à ta vie et ce qui laisse la possibilité de raconter absolument n'importe quoi. Nous, là, pour le dire, vous le savez, je fais aussi la modération sur le site avec Anna. Anna a dû gérer la modération des commentaires sur les articles là qui viennent de sortir. C'était un flot de commentaires transphobes, y compris parmi les abonnés de Mediapart, et de choses qui reviennent souvent. Alors, il y a la question des toilettes genrées, la question des prisons, il y a un peu des récits comme ça qui sont racontés. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, de comment est-ce que c'est vrai? Je fais que des questions C'est-à-dire innocentes. Je fais que des questions innocentes, mais de comment le récit en fait transphobe rentre dans l'opinion alors que les gens ne savent pas trop il s'agit. Ouais. Justement, ça rentre dans l'opinion parce que les gens ne savent pas de quoi il s'agit et que c'est facile de raconter tout et n'importe quoi là-dessus, y compris dans les médias où finalement, il y a pas mal de personnes, de journalistes qui ne connaissent pas grand-chose aux questions LGBT ou qui s'en désintéressent totalement et qui estiment que, contrairement à des sujets politiques, géopolitiques ou économiques extrêmement sérieux, sur les questions LGBT, en fait, il n'y a pas lieu forcément de s'informer et d'avoir la même rigueur journalistique que sur d'autres sujets. Donc il y a un vrai travail d'éducation et de formation sur ces questions. Mais oui, effectivement, c'est assez facile en fait de créer des paniques morales sur les questions LGBT parce que la plupart des gens ne savent pas forcément ce que c'est une personne trans et ne connaissent pas de personnes trans. Là, on nous dit, sérieux, on nous dit, les LGBT plus ruraux, c'est malheureusement un point aveugle des associations, des médias, des politiques. Est-ce que tu as quelque chose C'est à vrai. dire? Non, je sais qu'il y a des associations qui existent un peu partout en France et qu'il y a de plus en plus de Pride, y compris des contre-marches des fiertés qui ont lieu un peu partout en France. Donc, je vous invite à essayer de vous renseigner pour savoir ce qui est fait autour de chez vous. Après, c'est vrai que malheureusement, c'est souvent dans des villes et peu à la campagne, même si ça arrive. Alors, à noter que TERF est effectivement une sous-partie des pseudo-féministes transphobes. Il y a aussi des pseudo-féministes transphobes libérales. Hop, on va faire la cartographie. Je regarde le chat. C'est surtout d'ados. Si elles sont mineures, ce ne sont plus tout à fait des enfants. Ça concerne, quand on parle de mineurs trans, effectivement, ça parle des enfants comme des adolescents. Des adolescents comme des enfants. Et par ailleurs, c'était la même chose. À chaque fois, on fait les mêmes liens, mais de dire que tu es trop jeune pour savoir que tu es homosexuel ou tu es trop jeune pour savoir que tu es trans. De fait, l'inverse. L'inverse, ouais. Est-ce qu'on est trop jeune pour savoir qu'on est cisgenre et nous, quand on fait nos passeports, on nous a pas demandé. Moi, on m'a jamais demandé pourquoi il y avait un M sur mon passeport et ça me paraît même pas quelque chose, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que bien sûr. Et en plus, les spécialistes, enfin les médecins qui suivent les personnes trans témoignent en disant que il y a certaines personnes trans qui se questionnent sur l'identité de genre à 3-4 ans. Enfin, ça peut arriver très très tôt en fait. Donc, il y a Léo l'écolo qui dit 25 ans pour toucher le RSA. Un rapport. Je suis pas sûr. Sûrement un complot. C'est sûr. Alors, comme quoi le cerveau ne serait pas développé avant cet âge, ce qu'il faut, surtout que le cerveau change tout au long de la vie. C'est-à-dire la question des 25 ans de tout à l'heure. C'est l'argument, mais c'est vrai que c'est un des arguments donnés, ouais, que le cerveau n'aurait pas fini de se former et que du coup les mineurs ne seraient pas à même de se définir elles-mêmes et eux-mêmes, effectivement. La recherche n'est pas financée. Moi, je lisais un message sur Karine Espinara, effectivement, qui est une sociologue spécialisée de ces questions-là et qui avait parlé effectivement du manque de financement de la recherche là-dessus. Je regarde tous les commentaires, vous avez été très bavards. C'est vrai. Bien.
Euh, La Mivilude a-t-elle déjà eu à traiter des dérives sectaires au sein d'organisations transphobes dans le genre des thérapies de conversion? Ah oui, on peut parler des thérapies de conversion, et elles sont interdites en France depuis 1 an, c'est ça? Ouais. Ou 2, je sais plus. Je crois que c'est 2 ans, il me semble. Qu'est-ce que c'est une thérapie de conversion et est-ce que c'est interdit aujourd'hui vraiment Ça existe encore de manière détournée et cachée, clairement, et des collectifs comme Hippomonie, comme l'Observatoire de la Petite Sirène, prônent en fait de manière détournée des thérapies de conversion dans la mesure où elles souhaitent interdire toute transition médicale chez les mineurs. Donc effectivement, ça existe encore et c'est vrai que c'est un des grands arguments. Et la Mivilude, je crois qu'elle avait dans son giron justement Hippomonie, il me semble. Mais oui, bien sûr, les thérapies de conversion, il y en a encore plein. Et du coup, il s'agit de forcer une personne LGBT à s'identifier autrement que la manière dont elle s'identifiait. Donc, par exemple, forcer une personne trans à rentrer dans le droit chemin et du coup, à accepter le genre qui lui a été assigné à la naissance, quand bien même ce ne serait pas du tout la manière dont elle s'identifierait. Et il y a beaucoup de thérapies de conversion sur l'homosexualité, en général des thérapies de conversion qui sont faites aussi par des communautés catholiques, conservatrices, traditionnelles, ou via des cérémonies ou autres, on force des personnes homosexuelles à s'affirmer comme hétéros et à nier totalement leur ressenti et leur identité. Alors, je viens de voir tous vos messages sur mon micro. J'espère que ça fonctionne. Dites-moi si c'est rétabli, je l'espère. Il y avait, donc voilà, Nononymous, les droits des personnes trans, mineures comme majeures, sont encore mis à mal récemment en Angleterre. La NHS qui fait les recommandations pour interdire aux mineurs et aux personnes qui ont été dans le privé. Là-dessus, il y a un énorme lobby anti-trans au Royaume-Uni, et notamment qui a permis de faire fermer la clinique Tavistock, qui était spécialisée sur ces questions-là. Et aujourd'hui, je crois que du coup, c'est un suivi qui n'est plus du coup uniquement fait par cette clinique-là. Et qui s'est un peu externalisé. Enfin, en tout cas, je crois que ça s'est un peu réparti sur le territoire. Mais effectivement, c'est un lobby très très puissant au Royaume-Uni. Et alors, ok, je suis un peu en retard sur le chat. Du coup, là, j'en suis encore au problème des micros, mais je vois que normalement, c'est mieux. Transmania, numéro 1 des ventes sur Amazon. C'est ce qu'elle revendique, ouais. Sur, ouais. Ouais. Donc, sous les articles sur le Facebook de Mediapart, il y a énormément de commentaires transphobes également de la part de gens qui ne lisent jamais les articles et connaissent rien au sujet. Vous modérez pas les commentaires? Alors, moi, je modère pas les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est les CM qui le font, les community managers. Et sur les réseaux sociaux, donc qui ne sont pas des espaces gérés par Mediapart, il y a toujours une question de est-ce que c'est à nous de faire la modération ou aux plateformes. En l'occurrence, nous on se bat pour que les plateformes aient une modération. C'est un autre débat, mais qui le retrouve aussi, et que justement il y a des outils sur les réseaux sociaux qui sont utilisés, mais c'est peut-être c'est moins bien fait que sur Mediapart, où là il y a des humains derrière, et c'est toujours mieux avec des humains qui ont des conditions salariales normales plutôt que des algorithmes ou des personnes précaires à l'autre bout du monde. Voilà, petite parenthèse pour défendre mon taf, et qui est attaqué par les réseaux sociaux, et notamment beaucoup de messages dans le chat. Ouais, j'essaie d'aller de rattraper, mais là on a 50 messages
en retard. Peut-être faudrait qu'on mette le chat en plus doucement. Mais il y a du monde. Que fait la majorité présidentielle face à cette offensive? Est-elle dans la mollesse comme le hollandisme a pu l'être en laissant traîner les débats sur le mariage pour tous? Très bonne question, Terence. Que fait-elle? Pour l'instant, pas grand-chose. J'étais à l'anniversaire des 30 ans de SOS Homophobie il n'y a pas longtemps. Anniversaire durant lequel Aurore Berger, du coup la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, s'est engagée à ne pas voter la proposition de loi LR sur l'interdiction des transitions pour les mineurs si elle en venait à arriver à l'Assemblée nationale. Voilà, pour l'instant, c'est un peu globalement une des seules prises de parole qu'il y a eu sur le sujet, mais du coup, dont acte, Aurore Berger. Oui, mais du coup, il y avait eu un débat parce qu'elle avait reçu les fameuses transphobes dont on vient de parler. Et du coup, là, pour l'instant, la Macronie se positionne plutôt contre la loi des LR. En tout cas, via Aurore Berger, okay. Dans le cadre d'un événement privé. À SOS Homophobie. À SOS Homophobie. Okay. Il faut toujours attendre avec Aurore Berger. Voilà. Moi, j'ai pas connaissance de prise de parole du gouvernement actuellement pour dénoncer ce qui se passe à l'égard des personnes trans en France. Alors peut-être que je suis passée à côté, si c'est le cas, autant pour moi. Mais en tout cas, non, je ne l'ai pas vu. Effectivement, il faut rappeler qu'Aurore Berger, à l'époque, avait reçu Marguerite Stern et Dora Muto, ce qui avait fait grand scandale. Et elle revient dessus aujourd'hui en disant qu'elle est pas transphobe. Ouais. Alors, coucou, ici France Genre. On est une asso en ligne pour justement toucher les ruraux. Ah bah, trop bien. Eh bien voilà, ça répond à la question de tout à l'heure. La Pride rurale est organisée depuis 2 ans. C'est une belle initiative. Une belle initiative, nous dit Castagnette Théo. Et je crois qu'il y en a plusieurs maintenant, partout. Alors... Je suis ignorant sur le sujet. Ça, c'est super. Comme ça, on pourra t'éclairer sur la question. On va essayer. Alors, s'il n'y avait plus de droits liés au genre, exemple, les femmes ont un droit à une chose, les hommes ont droit à une autre, il n'y aurait plus d'histoire que les trans aient moins de droits, non. Ça pose la question de pourquoi sur nos papiers on a une mention de genre. S'il y a une égalité complète entre hommes et femmes, pourquoi on a une mention de genre? Je pense que c'est ça que tu essaies de dire, professeur Wannabe. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop compris la question. N'hésite pas à la clarifier un petit peu. Ouais. C'est vrai que ton micro ne marche plus. Alors j'espère qu'il y a eu plein de messages depuis, j'espère que ça a été réparé depuis, enfin que ça marche, mais j'ai plus trop de voix. On se demande pourquoi en cette semaine. T'as trop manifesté. Un petit peu, la semaine du 1er mai, tout ça. Les rassemblements. Alors, c'est un faux contact. Ah non, je vais mettre le casque, mais normalement, quand il y a un faux contact, je l'entends pas. Mais normalement, ça devrait aller. Et dans ce cas, c'est la tradition dans Abonnez-vous qu'il y ait des problèmes de son. Normalement, on avait tout réglé, mais ok. Est-ce que Bolloré est derrière l'offensive transphobe? Alors, je sais pas si Bolloré lui-même a une stratégie transphobe et est derrière son ordinateur comme ça tous les jours à se dire « Ah là là, mon Dieu, aujourd'hui, je vais faire inviter les pires transphobes dans l'heure des pros avec Pascal Praud. » Mais en tout cas, il y participe clairement. Et ce que je disais tout à l'heure, la plupart des médias qui ont invité Marguerite Stern et Dora Muto à parler de leurs livres dont on ne fera pas la promotion, en fait, sont des médias du groupe Bolloré, quasi exclusivement, avec des chaînes YouTube notamment ouvertement d'extrême droite. Donc oui, les médias Bolloré y participent directement. Après, quant au complot organisé directement par Vincent Bolloré lui-même, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais bon, oui, il y participe. Je défile un peu. S'il y a des questions qui sont ratées, n'hésitez pas, mais j'ai pas la possibilité là tout de suite de le mettre le chat
En version Pomoni diffuse la version traduite en français d'un manuel de thérapie de conversion Do It Yourself, effectivement, sur son site internet. J'en avais parlé, je crois, dans un article que j'avais fait sur le sujet, sur Hippomony et l'Observatoire de la petite sirène, il y a 2 ans. Effectivement, il y a un manuel sur le sujet qui peut s'apparenter à une thérapie de conversion. Et à l'époque, la DILCRA avait été saisie, la délégation interministérielle de lutte contre l'homophobie. Attends. Le racisme et la haine anti-LGBT. J'ai oublié l'antisémitisme. Antisémitisme, je crois, le A. Ouais. Ça doit être ça. Bon. Et finalement, il avait été décidé que ce n'était pas une thérapie de conversion. Mais ça peut totalement s'y apparenter. Ok. Fan de la chemise du présentateur. Je confirme, elle est vraiment très belle, cette chemise. Merci beaucoup. C'est comment Mérou Merlu Je ne sais plus. J'ai vu Mérou. le spectacle depuis trop longtemps. De Loutre-Tignon. Exactement. Que je vous conseille vivement d'aller voir. Humoriste trans qui est vraiment super. On va faire le moment Mère Castor un peu plus tard, mais évidemment, oui. Alors, j'essaie de rattraper. Alors, comme la transphobie est un délit, pourquoi le livre n'est-il pas interdit par la loi ? Popo de miel. Popo de miel. C'est une très bonne question. Il y a une plainte actuellement de SOS Homophobie contre le livre de Dora Muto et de Marguerite Stern, justement, pour les propos transphobes et les idées transphobes qu'ils diffusent. Donc, c'est en cours d'examen. Et d'ailleurs, on peut aussi dire que la campagne de promotion du livre, qui devait être affichée à Paris, notamment, a été retirée à l'initiative de la mairie de Paris, qui a jugé qu'il s'agissait d'un ouvrage transphobe. Oui, à Lyon aussi, il me semble. À Lyon aussi, je crois que c'est pas le cas qu'à Paris. Un petit scandale sur X, ex-Twitter, et ils ont retiré ça. Ce qui leur a permis aussi de se reposer en victime de la censure. Bien sûr, comme toujours. Et de refaire parler d'elle. C'est sûr. Alors, j'ai vu dans Rhinocéros que Enora Malagré a fait un beau message de soutien aux personnes trans, c'est vrai. Effectivement, je l'ai vu sur France aussi. 5, je crois. Elle a dit notamment que la transphobie était un délit condamnable par la loi. Alors, par rapport au Pride rural, il y aura une Pride à Lons-le-Saunier le 29 juin. Merci à Saperlotte de nous Merci en informer. Saperlotte. Je ne sais pas où c'est Lons-le-Saunier. Ouais. Pas du tout. Mais j'adore. Si tu veux nous éclairer. J'aime trop ces moments un peu comment c'était Daniel Mermel, avec le répondeur où les gens disaient alors on a une réunion à Roquefort-la-Bédoule. C'était très bien ce répondeur. Ouais, c'est clair. Le micro a été réparé, super, on t'entend. Trop bien, merci. Alors, comment se sont passées les différentes marches ayant eu lieu hier ? La presse en a-t-elle assez fait l'écho ? Est-ce que tu y étais ? J'y étais, effectivement. Moi aussi. C'est fou. C'est dingue. J'étais au rassemblement Place de la République à Paris, mais ce qui était assez incroyable et totalement inédit, c'est qu'il y a eu des rassemblements dans toute la France, dans plus de 50 villes, je crois, un peu partout en France. Il y a eu plus de 10 000 personnes, je crois, selon la police, qui se sont mobilisées. Donc c'était vraiment assez inédit et assez incroyable. Et les médias s'en sont quand même globalement fait l'écho, pour une fois. C'est-à-dire qu'on part de loin, quoi, c'est ça ? On part de effectivement, on part de très très loin. Mais par exemple, moi j'étais très très agréablement surprise. Avant d'aller à la marche, j'écoutais le journal sur la radio France Info. Et dans les titres, en fait, les différentes marches contre la transphobie étaient dans le deuxième titre du journal. Et la journaliste en question, du coup, parlait d'initiatives partout en France et rappelait, à la suite de son point, que la transphobie était un délit condamnable par la loi. Ce que j'ai trouvé assez ouf, en fait, sur France Info. Voilà, après, je suis pas sûre que tous les médias se soient fait l'écho de la marche hier soir, ni aujourd'hui, mais je trouve quand même que par rapport à d'habitude et ce qu'on a connu, il y a quand même eu une bonne couverture médiatique du sujet. Alors,
À propos des hormones, il faut pas oublier le combat que les femmes ont dû aussi se battre pour avoir accès à la pilule gratuitement, même pour les mineurs. On retrouve toutes les paniques contre les combats LGBT qu'il y avait contre les féministes. Effectivement. Tout à fait. Et que par ailleurs, il y avait aussi une question de pénurie de médicaments et donc de pénurie d'hormones en France, et que il y a des questions de priorité aussi. Ouais, question qui n'est pas réglée d'ailleurs, je crois, parce Ouais. qu'il y a un monopole du laboratoire Bayer sur un médicament dont je ne sais plus le nom exactement, mais en gros c'est un traitement hormonal à base de testostérone. Et Bayer ne le produit plus beaucoup, étant donné que c'est pas assez rentable et que Bayer ne gagne pas assez d'argent avec ça. Donc là, c'est pareil, ça retourne totalement l'argument qui est brandi par bon nombre d'associations et de collectifs transphobes sur le fait que le lobby pharmaceutique serait lui-même instrumentalisé par le lobby trans. Et Je l'ai eu dans les commentaires, celui-là. Voilà. Tu vois, t'as aussi toute une argumentation autour du lobby pharmaceutique qui aurait un intérêt, en fait, à ce que le plus de personnes possible transitionnent et prennent des médicaments. Mais en fait, non. Dans les faits, on voit que Bayer ne produit pas assez de traitements pour les personnes trans parce que c'est pas assez rentable. Donc, il y a pas, ça contrecarre totalement cet argument-là. Ok. Ouais, je vois des commentaires sur certaines discriminations qui ont encore cours dans la loi, conférer la PMA pour les hommes trans, effectivement. Là où le changement d'état civil des personnes trans était avant conditionné à la stérilisation des personnes trans, aujourd'hui, en fait, c'est conditionné au changement d'état civil. Enfin, la PMA est dans une certaine mesure conditionnée au changement d'état civil des personnes trans, dans la mesure où, par exemple, on avait fait un article là-dessus avec le fabuleux journaliste Talma Desta pour Mediapart sur le flou total qui entoure la PMA des personnes trans. Et par exemple, pour vous donner vraiment un exemple pratico-pratique, une femme trans qui souhaiterait recourir aujourd'hui à la PMA avec sa compagne, par exemple, pourrait le faire, avec son compagnon, pardon, pourrait le faire uniquement si cette changement d'état cette civil personne ne change pas d'état civil, en fait. Enfin, je suis pas du tout claire dans mes explications. On recommence. Voilà. Imaginons un homme trans qui a un compagnon, tous les deux veulent recourir à une PMA. Ce serait possible pour l'homme trans si cet homme trans n'a pas encore changé son état civil. Okay. Et que du coup, à l'état civil, il est reconnu comme femme à l'état civil. Et du coup, dans ce cas-là, ce couple-là pourrait bénéficier d'une PMA comme n'importe quel couple hétérosexuel en France, puisqu'il serait reconnu comme un couple hétérosexuel. Mais dès lors que cet homme trans souhaite faire son changement d'état civil ou l'a déjà fait, en fait, ce couple passerait pour un couple d'hommes et du coup n'aurait pas accès à la PMA. Oui, parce que ça pose aussi cette question de devoir justifier. Il y a toujours cet argument de... Enfin, il y a toujours... Non, j'ai vu dans les commentaires cet argument transphobe de... elles singent la féminité, les femmes trans, machin, alors que c'est précisément la loi qui leur demande de montrer qu'elles ressemblent à une vraie femme avec des critères qui eux-mêmes sont sexistes de fait. Ouais. Et que ça touche aussi à la question de l'orientation sexuelle, parce que comme si c'était lié, c'est-à-dire que si tu es trans et lesbienne ou trans et gay, tu dois justifier 2 fois plus de ton identité, quoi. Effectivement, oui, il y a beaucoup de personnes qui reprochent aux personnes trans aux femmes trans notamment d'être des stéréotypes de femmes et de reprendre à leur compte tous les clichés féminins liés aux habits, au maquillage, etc. Mais en fait, elles le font notamment parce que c'est ce qu'on leur demande dans le cadre de procédures de changement d'état civil. Il faut que ce soit des bonnes femmes, en fait. C'est-à-dire qui représentent à l'image qu'on se fait de la féminité, et cette image, elle est associée à des vêtements dits pseudo-féminins, à du maquillage. Donc, en fait, on les met dans un moule. Et en ça le mouvement féministe est a quand même avancé depuis quelque temps, parce qu'en réalité, aujourd'hui,
plus grand monde ne se pose de questions là-dessus, alors qu'il y a 3 ans, c'était pas vraiment, enfin, c'était pas le cas. Il y avait des vrais débats. Les articles de Mediapart, c'était il ne faut pas se diviser sur cette question. Depuis, il y a eu des tribunes très larges et tout. Je pense que les luttes féministes aujourd'hui sont beaucoup moins impactées par ça et beaucoup plus unies sur cette question au final. Sur quelle question exactement? Sur la question des personnes trans. Ouais. Au début, il y a quand même pas mal de débats. Effectivement, on a moins d'incidence, moins d'impact des mouvements TERF et des personnes qui excluent les femmes trans du féminisme. À vrai dire, en fait, les seules représentantes vraiment de ça aujourd'hui en France qui ont un impact médiatique, c'est Marguerite Stern et Dora Muto. Sinon, en France, effectivement, on a quand même pas mal évolué sur ces questions. Alors, on sait l'os politique qui est arrivé. Le traitement que j'ai oublié tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom, Occupier le dit, c'est Landreau Tardil, effectivement, qui est en pénurie régulièrement. Mais en plus de la pénurie, il y a la question des priorités. Si tu es c'est-à-dire qu'on considère qu'un ado cisgenre qui a des problèmes de croissance, etc., est prioritaire, alors qu'une personne trans ne l'est pas. Alors, en vrai, à quoi ça sert le genre sur les papiers administratifs? Je me pose la question sincèrement. Même dans la médecine, il suffit de poser la question aux patients et aux patientes, c'est vrai. La seule forme de thé remboursée en France, il y a beaucoup de pénuries. Oui, effectivement, c'est important à rappeler, c'est que ce traitement, c'est le seul remboursé par la sécurité sociale. Et que du coup, dans le cas de pénurie, ça expose les personnes trans à encore plus de précarité parce qu'elles sont obligées de se fournir des traitements de manière détournée ou alors de prendre d'autres traitements qui ne sont pas remboursés et qui coûtent très cher. Alors... une nouvelle forme de thé remboursé devrait arriver sur le marché en septembre, cela dit. Testostérone. Ouais, oui, tout à fait. On adore les acronymes. C'est ça. Oui, c'est pas une nouvelle forme de trans. On va perdre tout le monde. Alors, on va perdre tout le monde. Ok, alors... Les mouvements transphobes, pour certains, sont aussi assez opposés à des trucs comme la pilule, l'avortement, la PMA, etc., dès qu'on se rapproche des cercles antiféministes. Effectivement, il y a un point de convergence, encore une fois, des conservatismes sur les personnes LGBT et les droits sexuels et reproductifs. J'en parlerai dans une série que je prépare pour Mediapart. Yes, c'est le teasing. Voilà. Et effectivement, on observe que notamment l'extrême droite fait des femmes et de toutes les minorités, qu'elles soient de genre ou liées à l'orientation sexuelle ou des minorités racisées, des cibles totalement interchangeables. Et ce, à travers l'attaque de la pseudo-théorie du genre qui n'existe pas, mais qui a été créée de toutes pièces au Vatican il y a maintenant une trentaine d'années, dont on parlait beaucoup dans les médias au moment du mariage pour tous, et qui est de nouveau brandie en fait telle quelle par des médias aujourd'hui, et ce, à travers aussi l'attaque du fameux wokisme qui peut englober tout et n'importe quoi. Et là-dessus, moi j'aime bien rappeler l'expression d'un sociologue qui s'appelle David Paternotte, qui qualifie la théorie du genre, mais en fait ça pourrait marcher de la même façon pour le wokisme, de signifiant vide. Et je trouve que ça résume bien les choses. Comme l'islamo-gauchisme ou tous ces termes. Voilà, tout rentre dans le même panier en fait. Quid de l'accès des médecins et des traitements en Outre-mer? Les mouvements transphobes, ils sont-ils aussi implantés? Est-ce que tu as des éléments? Honnêtement, j'ai pas d'éléments là-dessus, je saurais pas. Je sais qu'il y a quelques assos qui existent et que le centre, je sais notamment, je crois que c'est à La Réunion où le centre avait été incendié il y a 1 an et que justement ça avait créé des débats sur comment reconstruire ce centre entre la volonté comme toujours, d'espaces militants par et pour les militants et d'espaces gérés par
là, en l'occurrence, la métropole, donc d'autres problèmes sur des gestions coloniales, aussi des identités, etc. Mais, bien sûr, mais sur l'accès vraiment des traitements pour les personnes trans en Outre-mer, là-dessus, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire un sujet là-dessus. Ouais, très intéressant. Merci pour la question. Moi, je voulais revenir aussi sur la PMA. Il reste encore des progrès à faire sur la PMA et aussi sur les adoptions pour les personnes trans. Lou Trottignon en parle dans son spectacle. On peut conseiller aux gens de donner leurs gamètes. Si vous pouvez le faire, faites-le. Effectivement. Et notamment pour les personnes racisées, parce qu'il y a une pénurie de gamètes et que de fait, quand on a envie d'avoir des enfants qui nous ressemblent, c'est aussi plein de questions, mais ça peut être un critère. Il y a une pénurie aussi de gamètes, et par ailleurs les sécos, donc qui sont les lieux où on donne ces gamètes, ont peu de moyens et sont en galère. Je crois que ça met beaucoup de temps. Bah effectivement, c'est vrai que j'ai aussi pas mal traité ce sujet pour Mediapart, mais aussi Libération il n'y a pas longtemps. Là. Effectivement, on observe que en fait, la loi bioéthique qui a été mise à jour en 2021 n'est toujours pas appliquée ni applicable aujourd'hui en France, dans la mesure où les équipes des sécos sont complètement sous l'eau. Et où il y a un temps d'attente pour les couples et les femmes seules souhaitant recourir à une PMA d'en moyenne 1 an encore aujourd'hui. Alors je crois que ce temps d'attente est en train de se réduire un petit peu, mais ça reste quand même énorme, et je parle même pas du temps d'attente pour des personnes racisées où effectivement là les sécos manquent encore plus de donneurs. Donc ouais, n'hésitez pas à donner, sachant que moi ce que je trouve assez dingue, et pour l'avoir fait, j'ai autoconservé mes ovocytes il y a pas longtemps, c'est une procédure hyper contraignante pour les femmes, et assez lourde dans la mesure où il y a quand même un jour d'hospitalisation, enfin une demi-journée d'hospitalisation, une opération sous anesthésie locale ou générale. Là où les hommes n'ont qu'à éjaculer dans un pot. Donc c'est sûr que on ne demande pas le même effort et la même implication aux deux. Et pour autant, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je crois, il y a plus de dons d'ovocytes que de dons de spermatozoïdes. Et moi, ça me rend ouf, en fait. Donc n'hésitez pas à donner, effectivement. On fait les messages, ce sera entendu. Il y avait aussi la question, pareil, donc là j'ai fait un stockage de gamètes avant ma transition, mais parce que ils ont fait n'importe quoi sur la loi PMA, je ne suis pas sûr de pouvoir les réutiliser après ma transition administrative. Bah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, c'est que maintenant, la PMA pour les personnes trans, en fonction de certains profils, certaines situations de couple, est conditionnée au changement d'état civil. Donc ça vous met effectivement dans des situations assez horribles où vous devez choisir entre avoir un enfant ou avoir des papiers en conformité avec mon identité et mon genre. C'est quand même assez dingue. Alors... On n'est vraiment pas bien traité quand on va dans ces centres de conservation. Les médecins ne sont pas formés sur ces questions, je pense. Je ne serais pas si dure non plus avec tous les médecins des sécos. Je pense qu'ils et elles font quand même de leur mieux, sachant que l'application de la PMA pour toutes n'avait pas du tout été anticipée. Et du coup, il y a plein de soignants effectivement qui peut-être n'ont pas du tout été formés à ces questions-là, n'ont pas été formés à accompagner des couples de femmes ou des femmes seules, et encore moins des personnes trans, donc sont moins sensibilisés à ces sujets-là. Mais je sais qu'il y a des équipes spécialisées, à Tenon par exemple, spécialisées dans l'accompagnement des personnes trans. Et c'est vrai que je crois que globalement, quand même, ces professionnels de santé sont vraiment complètement sous l'eau. Et qu'ils et elles font de leur mieux, même si il peut y avoir des mauvaises volontés par-ci par-là, mais globalement, quand même, je pense qu'ils et elles font leur possible. Alors, tiens, les seules stats que je connais sur la sexualité des personnes transgenres, elles sont des données, quelque chose comme 15 000 personnes trans, 22% homo, 22% hétéro, 40% bi, 16% asexuels. C'est ça. Je sais pas d'où sortent ces chiffres. Moi non plus. Ok, pourquoi pas.
Alors... Ah oui, alors il y a la question là, tout à l'heure, il y avait sur en France les courants transphobes, ça n'a pas spécialement pris dans la gauche, et les manifs d'hier, le monde c'est bien, c'est au moins le bon côté des choses, et quelqu'un y répond. Hop, à l'intérieur des syndicats, des partis, des organisations, la transphobie reste une réalité malgré les positions féministes de façade. Effectivement, et bon, jusqu'à présent, on n'observe pas vraiment de volonté des partis de gauche et des politiques de gauche de faire évoluer les droits des personnes trans, qui restent sur un statu quo plutôt, qui les arrange plutôt d'un point de vue politique et stratégique. Après, effectivement, contrairement à l'époque du mariage pour tous, les politiques de gauche aujourd'hui participent quand même globalement peu à l'offensive transphobe, voire à la combattre. Là où, à l'époque du mariage pour tous, la rhétorique homophobe a notamment été construite par le Parti socialiste directement, en fait. Et où, à l'époque, François Hollande et son gouvernement avaient formé des groupes de travail sur la question de l'homoparentalité, du mariage pour tous et toutes. Et adoptait en fait des éléments rhétoriques et des éléments de langage dans ses travaux qui ont été repris par la Manif pour tous par la suite et qui étaient les mêmes éléments de langage que le Vatican sur l'effondrement de la civilisation, sur la sacro-sainte différence des sexes, sur la protection des enfants. Ça, c'est des choses qui ont été dites au sein même du Parti socialiste à l'époque et d'ailleurs qui a été assez réticent au début pour défendre le mariage pour tous et toutes et qui a mis un petit peu de temps à le faire. Donc voilà, aujourd'hui au moins, j'ai l'impression que sur la transphobie, les partis de gauche sont plus ou moins d'accord pour la condamner. Au moins maintenant, au moins c'est écrit en bas c'est des écrit tracts, dans la loi, quoi. donc, oui. Mais et il y a aussi ce truc-là de dire sur la, enfin, j'y pense là, mais sur la question des enfants, de dire il faudrait pas le faire trop tôt, etc. Mais pourquoi? En fait, pourquoi il faudrait pas le faire? C'est parce que la transidentité est un problème à leurs yeux, alors que si on part du principe que la transidentité n'est pas un problème, c'est ce que nous on pense. Oui, effectivement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que il lutte pas que contre les transitions de genre pour les mineurs trans, mais pour tout le monde en fait. Exactement. A-t-on des données concernant la transphobie dans le monde du travail? Les syndicats s'en sont-ils saisis dans une forme de convergence de lutte avec le milieu associatif? Alors, très bonne question, Terence. J'ai pas de là tout de suite de statistiques énormes à sortir sur la transphobie dans le monde du travail, mais en tout cas, je pense que ça doit être un tiers. Je crois que c'est élevé. Un tiers d'exclus. Ouais. Un tiers d'exclus du monde du travail, mais qui comptabilise donc le RSA, le chômage, les périodes d'inactivité et aussi l'exclusion et les différents moyens de subvenir à ces moyens, dont le travail du sexe, qui a été aussi pendant longtemps un des seuls endroits où les personnes trans pouvaient juste survivre, et les milieux de la nuit, les milieux de la fête, etc. Précisément pour ça. Mais justement, hier, il y avait la CGT, il y avait Solidaire, il y avait des syndicats. Effectivement, c'était assez inédit que pour une fois, la CGT appelle à se rassembler contre la transphobie. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Spécifiquement, je ne sais pas. Ouais. Dans les prides, ils sont là, dans les prides. prides. Ouais. Après, concernant une convergence des syndicats, des partis, etc., liée à la transphobie dans le milieu du travail, j'ai pas connaissance d'initiative qui aille dans ce sens-là pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a déjà un énorme travail à faire sur les questions LGBT et l'homosexualité dans un premier temps pour certains syndicats qui trouvent peut-être plus facile de s'attaquer à l'homosexualité qu'à la transidentité, parce qu'en fait personne ne connaît rien à la transidentité, mais je sais pas vraiment pas s'il y a des initiatives en ce sens pour l'instant. Et j'en profite pour parler d'une série que je fais en ce moment pour Welcome to the Jungle sur justement les LGBT-phobies au travail, et sur du coup je fais des entretiens avec des personnes qui me parlent de la manière de s'affirmer LGBT+, ou pas au travail.
ce qui est très intéressant. Ouais, c'était très intéressant et je pense qu'on est tous et toutes passés par là. C'est clair. Ça reste vraiment pas facile. Après, il y a des initiatives prises en interne dans certaines entreprises. Il y a des chartes diversité et inclusion, par exemple, dans certaines boîtes qui condamnent ouvertement toute discrimination liée au genre et à l'orientation sexuelle. Et en général, ça s'est pris en charge par des personnes au sein de la boîte qui ne sont pas en position de responsabilité, parce que sinon, ça pose un souci dans la manière dont c'est appliqué. Mais effectivement, il y a encore très peu de boîtes qui ont ce genre de charte aujourd'hui. Alors, les gamètes, chaque sécos n'en reçoit genre que 12 par an. C'est plus qu'une pénurie. Ah oui, en effet. On dit plein de chiffres. Moi, les chiffres tout à l'heure, ils sont peut-être un peu vieux, je tiens à le préciser quand même. Ouais. Sur le 1/3, ils datent, je crois, si mes souvenirs sont bons, de 2016. Et c'était un rapport SOS homophobie dont les chiffres étaient pas, comme d'habitude, il faut des chercheurs et des chercheuses pour avoir des chiffres pour les militants, etc. Et qu'en fait, on s'attaque aussi à la recherche et aux études de genre. Donc, c'est souvent ça aussi qui est, je trouve, hyper intéressant. C'est le côté, on va se dire, ah oui, les études de genre à PA8, c'est pas grave, en fait, si ça n'existe pas. Mais du coup, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des chiffres et de pouvoir voir aussi tout ça. Voilà. Donc, faut aussi soutenir l'éducation. On le dit jamais assez. On recevra les journalistes qui parlent d'éducation bientôt. Alors, quid des femmes trans en couple lesbien? Pour le droit à la PMA, peut-on refuser la PMA à la compagne d'une femme trans? A priori, les femmes trans aujourd'hui, il est plus simple pour une femme trans aujourd'hui de recourir à une PMA qu'un homme trans. Après, là où les questions se posent, c'est sur l'établissement de la filiation, où là, ça devient beaucoup plus compliqué. Je sais qu'il y a pas mal de couples composés d'une femme cisgenre et d'une femme trans qui galèrent beaucoup là-dessus. Alors, j'ai fait 2 enfants avec mes gamètes, avec ma chérie cisgenre. Faut pas avoir peur de ce mode de conception. Alors... On peut refuser à la femme trans d'utiliser ses gamètes si elle les a stockées et qu'elle a fait sa transition administrative. Ouais, effectivement. Alors, coucou aux gens non binaires, bonne soirée à vous aussi, on vous salue. Je lis le chat, c'est pas juste des spasmes. Après, bravo potentiellement, c'est possible. Bravo les lesbiennes, abonnez-vous. C'est ça. Potentiellement, c'est possible d'arrêter le traitement quelque temps et de récupérer la fertilité si on n'a pas fait l'opération génitale. Oui, effectivement, il arrive que des femmes trans, par exemple, mettent en pause leur traitement hormonal pendant quelques temps, le temps de faire une PMA. Mais là-dessus, c'est pareil, on a besoin de recherche médicale, notamment sur les effets peut-être indésirables à long terme de cet arrêt de traitement pour les personnes trans. Et bien sûr, personne s'y intéresse pour l'instant. Donc voilà. L'accueil en sécos sur la préservation a été très bien géré de mon côté. J'en suis très reconnaissante. Ce que je trouve très intéressant aussi dans les liens, puisqu'on fait plein de liens depuis tout à l'heure, c'est le côté, c'est les premiers concernés qui savent le mieux. C'est de la même façon que dans la grande période du VIH/SIDA, les malades se sont auto-organisés et sont devenus les spécialistes qui n'existaient pas à l'époque. Là, il y a aussi tout un truc aussi, que ce soit sur les transitions, sur les familles, il y a un monde qui se crée en dehors aussi du monde officiel, administratif. Je trouve ça. On crée une société secrète. Exactement, un lobby.
Alors, moi, on m'a déjà envoyé des mails racistes la dernière émission parce qu'apparemment on était trop communautaire avec Nejma, donc je sais qu'on va recevoir des mails et je n'irai pas regarder les commentaires YouTube. Mais du coup, si vous êtes content de cette émission et que vous avez des choses à dire et que vous voulez, n'hésitez pas à faire les commentaires aussi dans l'autre sens, parce que on a toujours que les commentaires négatifs. Alors, juste pour clarifier, quand je parlais de la gauche, je parlais pas du PS. Je sais bien, étant donné que le PS est plus ou moins inactif politiquement en ce moment. Quoique. Je sais pas. Je crois qu'ils sont présents aux européennes. Je parle au niveau, effectivement, des anciennes présidentielles, etc., des législatives, mais effectivement, Glucksmann est assez bien placé. Donc, Alors, à Dijon, il y avait le syndicat Solidaire, notamment UNEF aussi, mais pas beaucoup de syndicalistes déclarés sinon. Ouais, d'ailleurs, si vous étiez dans les rassemblements partout en France, n'hésitez pas à nous dire, à dire dans le chat comment ça s'est passé. 9 sur 10 chances de refus si l'employeur sait que là où le candidat est trans. D'après 4 Lumini, est-ce que c'est un testing? Est-ce qu'il y a des sources pour ça? Mais en même temps, on sait que sur le marché du travail... Peut-être qu'il ou elle base ça sur son expérience personnelle. Ah oui, d'accord, ok. Ce qui est probable. Ah oui, il y a le syndicat des travailleuses du jeu vidéo qui est très actif sur ces questions. C'est vrai que j'ai déjà vu je vois souvent le drapeau. J'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Le drapeau, Poulpine. Alors, j'avais vu une étude où ils avaient interrogé un panel de patrons. 90% d'eux disaient qu'ils n'emploieraient jamais une personne trans. Et ouais. C'est justement, mais ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut que les syndicats se mettent au travail. Et certains le font de plus en plus. Oui. Et les LGBT à l'intérieur font le travail. Ok. Plus trop de questions. Le mieux, c'est que les groupes LGBT+, internes à l'entreprise, mon frère bosse Capgemini, ils ont ça chez eux, ça existe surtout dans des groupes de la tech. Au Secos, j'ai été discriminé parce que j'étais trans, donc ça m'a saoulé. Eh bien, on te soutient. Soutien, c'est rien. Ouais. On a beaucoup de personnes qui ont fait des PMA, y compris des personnes trans. Donc ça peut peut-être donner de l'espoir à d'autres. Ouais. On avait été en Belgique préserver mes gamètes. Et oui, la Belgique était le lieu. C'était le slogan, il me semble, au moment de la PMA. C'était Hollande hypocrite, les lesbiennes vont en Belgique. Oui, qui était ça. Et il y avait Mais même encore aujourd'hui, vu la pénurie, moi je connais encore des gens qui vont en Belgique parce que c'est quand même plus simple qu'en France. C'est plus rapide aussi au niveau de la prise en charge. Mais oui, je crois qu'il y avait un slogan du collectif Oui, 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 à l'époque du mariage pour tous, qui était Asile pour nos moules. En référence à la Belgique. Et elles avaient affiché ça devant Léon Bruxelles à Paris. Je crois qu'elles avaient fait un happening devant Léon Bruxelles. Le génie de l'activisme lesbien. Enfin voilà, je pose ça là. Ouais, c'est dans le livre Le génie lesbien. Voilà. Enfin, je m'en rappelle. Alors, on n'a malheureusement pas trop le choix que de s'auto-organiser. Oui, mais ça fait du bien de retrouver d'autres personnes vivant la même chose que soi en tant que minorité. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on se ferait pas le petit point? J'essaie de voir dans le chat s'il y a d'autres questions et sinon on se fait le moment Mère Castor parce que on va parler de plein d'ouvrages et encore d'autres et ça nous permettra de
de dire plein de choses bien sur ces gens. Dijon, on était à côté de l'entrée du centre-ville. On a poireauté sur la place sans se déplacer, probablement à cause d'un cordon de CRS qui s'était positionné pour nous barrer l'accès. Ouais, à Paris, c'était aussi un rassemblement pour l'instant, mais comme l'a dit Tétu tout à l'heure, première étape réussie, mais ce n'est qu'une première étape, ça veut dire qu'il y a la suite qui arrive. Le 17 mai, a priori, une manifestation, du coup. Il me semble que... Ouais. Moi, j'ai entendu ça. Je sais qu'il y a j'ai vu passer, comme ça, moi, je sais rien, hein, mais j'ai vu passer qu'il y avait des cadres d'auto-organisation un peu partout, des AG qui se lancent, notamment chez des syndicats. Je crois que c'est la Solidaire, l'AG parisienne. Ouais. Je crois que c'est le 8. Mais bon, voilà. Ok. Et donc, rendez-vous le 17 mai dans la rue, sûrement, un peu partout en France encore. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ouais, on passe de la défense... d'un aspect défensif à un côté est-ce qu'on peut gagner des droits, quoi. Quel droit on va gagner. Du coup, effectivement, ce qui est intéressant dans le mouvement en ce moment et dans le rassemblement de dimanche, c'est que du coup les personnes trans s'en servent justement pour revendiquer une évolution de leurs droits. Tout à fait. Et je le rappelle, demain, il y a l'émission sur À l'air libre sur la question avec des personnes concernées, évidemment. Et qui revient sur les différentes enquêtes qui sont sorties et avec Mathilde Mathieu qui sera là. Alors, et moi j'aimerais bien parler aussi, avant qu'on fasse le petit moment de toutes des femmes et de la FAQ qu'elles avaient faite. Je sais pas si tu vois, il y a une FAQ si vous avez des amis, des connaissances qui sont en questionnement et que vous avez besoin d'arguments, etc. Vous tapez FAQ toutes des femmes sur les contre-vérités, je sais plus comment elles s'appellent, mais sur les contre-vérités sur les personnes trans, et c'est assez intéressant. Qui est effectivement assez bien faite. Ouais. Et un travail, encore une fois, des assos. Je vois que ça parle des détransitions dans le chat. On peut rapidement revenir là-dessus, peut-être un peu pour débunker les paniques morales à ce sujet. La plupart des études actuelle estime qu'il y a entre moins de 1% et 6% de détransition ou de regret de transition des personnes trans. Donc ça reste quand même une infime minorité et dans les services, dans les services qui suivent des personnes trans en France actuellement, sur toutes les personnes qui sont suivies, je crois qu'il y a seulement 1 ou 2 personnes qui ont fait part d'un regret après une transition médicale. Donc on parle vraiment de chiffres mineurs. C'est moins que les enfants. Voilà. Des gens déçus de leurs enfants. C'est ça. Salut ma mère. Exactement. C'est moins globalement que la plupart des chirurgies esthétiques. Ouais, c'est ça. Alors... Est-ce que ce n'est pas plus simple de s'organiser sans l'eau médicale pour certaines PMA ? Et justement, je crois qu'il y a un débat sur la PMA artisanale qui n'est pas légale. La PMA artisanale est interdite en France, encore aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est plus simple de s'organiser ? Tout dépend de si on a un bon ami pour faire un don de spermatozoïdes. C'est pas le cas de tout le monde, et puis encore faut-il tomber sur quelqu'un en qui on a suffisamment confiance et qui ne revendiquera pas une paternité future, parce que là-dessus un homme qui a donné son spermatozoïde à un couple de femmes par exemple peut revendiquer à n'importe quel moment ensuite la paternité de l'enfant, quand bien même il y aurait eu un courrier un peu juridique effectué pour consolider la maternité des 2 mamans, etc. Dans tous les cas, le donneur peut revendiquer des droits sur l'enfant à n'importe quel moment. Donc ça peut être plus facile si on trouve des personnes en qui on a confiance. Ouais. Désolé. On nous demande, est-ce qu'il y a des nouvelles de ce qui se passe à Assas ce soir? Eh bien, on est avec vous, donc on ne sait pas, mais on peut dire qu'il y avait un rassemblement contre la venue de Marguerite Stern et effectivement, parce que Marguerite Stern et Dora Muto étaient invités à Assas ce soir, et il me semble que le directeur d'Assas, qui avait été interpellé à plusieurs reprises sur la venue de ces 2 personnes, a maintenu l'événement. Et effectivement, je crois qu'il y avait des rassemblements.
ce soir devant Assas. Et ce qui était notable, c'est qu'elles étaient invitées par la Cocarde, donc encore un groupe d'extrême droite, mais il n'y a plus beaucoup de doutes maintenant sur les liens entre les deux. Mais s'il restait 2-3 personnes qui doutaient, je trouve que c'est toujours intéressant de voir ça. On se fait le moment... de toute façon, il va y avoir trop de... Si, on arrive au bout. 1%, 2%. Hop. 1%, 2% de détransition de ce que je connais des métadonnées. Donc, études sur les études, dit Bichette. Allez, moi je propose, on passe à le moment qu'on attend. Et alors, j'ai oublié... Ah, mais je vous ai même pas mis les liens tout à l'heure. Il faut que je mette Mercastor dans le chat. Et normalement, vous devriez avoir... Yes, plusieurs messages qui arrivent. Waouh, ça l'a mis tout dans le désordre. Wow. Normalement, c'est un peu classé, mais là, non. Donc, les conseils culture de Rosen. Alors, en numéro 1, tu m'avais mis... la croisade anti-genre du Vatican au Manif pour tous. Vu que tu en as mis plein, est-ce qu'il y en a pour les personnes qui veulent peut-être faire le lien entre ce qui s'est passé avec la Manif pour tous il y a 10 ans et l'offensive transphobe actuelle, effectivement, je pense que cet ouvrage de Sarah Garbagnoli et Massimo Prearo, la croisade anti-genre du Vatican au Manif pour tous, résume assez bien les choses. Et par ailleurs, j'avais fait le portrait de Sarah Garbagnoli pour les 10 ans du mariage pour tous sur Mediapart. Donc je vous invite aussi à aller lire son portrait et son histoire qui est assez dingue. Sarah Garbagnoli, elle doit être plus haut. C'est là. Hop, et je vais voilà, vous qui le est remontrer. chercheuse, sociologue spécialiste des questions de genre. Hop là. Voilà, c'est un C'était ouvrage qui résume 6. vraiment bien les choses. Après, globalement, toute la liste des ouvrages que j'ai mis là, c'est des livres qui sont dans la bibliographie de mon livre, par ailleurs, et sur lesquels je me base beaucoup pour mon travail. Peut-être que ce que je peux faire, c'est vous inciter à lire des personnes trans sur le sujet, tant qu'on y est. Et notamment La Panic Walk d'Alex Maudo. Voilà, je sais qu'il y a un autre livre qui est sorti récemment d'un politiste, je crois, qui s'appelle Alain Policard, qui dit le wokisme n'existe pas. Et donc, je crois que vous avez un peu parlé sur Mediapart. Mais il y a effectivement le très bon livre La Panic Walk aux éditions textuelles d'Alex Maudo qui est sorti en 2022. Emmanuel Bobassi, aussi sociologue, spécialiste de ces questions, a sorti un livre plus récemment, Ne suis-je pas un féministe, aux éditions du Seuil, que je vous invite à lire, et un ouvrage qui résume un petit peu toutes les idées reçues sur les personnes trans de Karine Espinera et Maud Thomas, qui s'appelle Transidentité et transitude, se défaire des idées reçues au Cavalier Bleu en 2022. Voilà, donc peut-être pour vous informer, commencez peut-être à lire des personnes trans qui sont peu invitées dans les médias, donc achetez leurs livres. Trop bien. Et t'avais quand même, parce que on parle beaucoup de notre grand lobby LGBT aujourd'hui, mais il y a aussi le lobby breton, quoi. Hein, d'ailleurs, je viens de voir qu'il y avait un drapeau breton dans la rédaction de Mediapart. Évidemment, le lobby breton est partout et nous terrifie. Ils ont des raisons. Je comprends. Vous avez de quoi être terrifié, franchement. Et t'avais proposé... attends, je l'ai. Effectivement, parce que je ne peux pas terminer cette émission sans faire un petit coup de lobby breton. Bien sûr. Et donc, donc pour faire ma bretonne cliché, Rosane Le Carboulec, originaire du Trégor dans les Côtes d'Armor, RPZ. Où est-ce que j'avais noté ça? Calac de Bretagne. Il y avait effectivement, là du coup, pour le coup, ça rejoint un petit peu quand même les questions qu'on aborde. Calac de Bretagne ou les obsessions de l'extrême droite française par Erwan Chartier-Le Floch, aux éditions Penbase, qui est sorti assez récemment en 2023, et qui revient un petit peu sur les mobilisations d'extrême droite qui ont eu lieu à Calac, en Centre-Bretagne, à l'initiative notamment du parti Reconquête d'Éric Zemmour, à l'époque où il y avait un projet d'accueillir un centre pour accueillir les réfugiés à Calac, et les mouvements d'extrême droite, les partis d'extrême droite s'en sont emparés. Et donc il y a eu de très très grosses manifestations, et c'est à ce moment-là qu'on a observé
une résurgence, enfin en tout cas on a commencé à observer une résurgence de l'extrême droite en Bretagne. Ça résume très bien les choses, c'est hyper intéressant. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'ai lu Une belle grève de femmes, les peines-sardines, Douarnenez 1924, d'Anne Crignon, qui est journaliste à l'Obs aux éditions Libertalia, qui est un livre, un essai historique très bien écrit, qui revient sur la grève des sardinières de Douarnenez, qui est sur Douarnenez, si vous ne connaissez pas, c'est sur la pointe bretonne, dans le Finistère, sud-ouest de la Bretagne, mais sur la côte nord. On est en train de la perdre. Attention, là, c'est un peu pointu. Et c'est une grève du coup de sardinières, une grève victorieuse qui ont fait grève du coup en 1924 pour obtenir une augmentation de leur salaire qui était misérable, et ont fête du coup cette année les 100 ans de la grève des peines-sardines. Peines-sardines, donc en breton, ça veut dire les têtes de sardines. Peine, ça veut dire tête. Voilà, c'est le petit surnom des sardinières de Douarnenez. Et ça y est, on m'a complètement perdue. Ouais, et il y a une chanson. Tu veux chanter la chanson des peines-sardines? Je la chanterai clairement pas. Parce que si je commence à la chanter, je vais l'avoir dans la tête toute la soirée. Et vous aussi, et ça va être insupportable pour tout le monde. Je peux pas la mettre parce que si je la mets, on se fait striker par Jeff Bezos et par YouTube. Donc allez chercher ça sur les internets. Et bien sûr, pour rajouter à la liste, je conseille le magnifique spectacle dont tu as déjà parlé tout à l'heure. Tout à fait. Mérou, de l'humoriste Lou Trottignon, qui était d'ailleurs au rassemblement qui a fait un petit extrait. Mais j'entendais rien, j'étais trop loin. Ah ouais, ah mince. Ça avait l'air très drôle, mais j'ai rien entendu. Qui joue en ce moment à la Nouvelle Scène tous les vendredis soirs, et qui a d'autres dates prévues en France ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc n'hésitez pas à aller checker. C'est à la fois drôle, à la fois pédagogique pour les personnes qui connaissent rien du tout à la transidentité, et c'est pas du tout excluant, voilà, pour des personnes pas du tout sensibilisées au sujet ou aux questions LGBT de manière générale, et c'est vraiment très drôle. Mérou, c'est ça. Plein d'autodérision, ça s'appelle Mérou. Mérou. J'ai vu dans le rassemblement hier, il y avait des petits pancartes. Je suis un Mérou, nous sommes des Mérous. Voilà. On n'en dit pas trop, et voilà. Les gens réclament la chanson, mais non. En vérité, je me souviens même plus de l'air. Mais non, faut absolument pas que j'y repense. Me lancez pas là-dessus. Hop là. Je me suis perdu là en Bretagne. Ah oui, écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Ok, il y a quelqu'un qui s'y connaît visiblement, qui nous fait les paroles de la chanson. Je ne ferai pas l'air, ne comptez pas sur moi. Alors, on n'a pas posé. On est parti sur un débat sur la Bretagne. Ouais, c'est fini. Le Mont-Saint-Michel est-il finalement en Bretagne ou en Normandie? Je sais la question qu'il va poser après, Terence. Il la pose chaque semaine et il a raison. En plus, toi, tu as déjà regardé Abonnez-vous. Tu sais ou pas la question de Abonnez-vous entre Anna et moi? Est-ce que tu es plutôt Beyoncé ou est-ce que tu es plutôt Lana Del Rey? Et Ah oui, j'avais complètement oublié cette question-là. Écoute, indépendance. Je ne sais plus dans quel team tu es, toi. C'est bien comme ça. Moi, je dirais que je suis clairement team Beyoncé. Ça va très bien. On tu peut seras être réinvité. bon. J'espère que. Et d'autant plus avec son dernier album, là, franchement, que j'écoute en boucle. Mais moi, qui est incroyable. Je suis devenu un cow-boy. J'ai le chapeau et tout. Hein. C'est vrai. Merveilleux. Ouais, non, c'est génial. Non, mais il est vraiment incroyable. Franchement, la première chanson, là, je me la passe en boucle. Et puis, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu les origines de Beyoncé et des Destiny's Child, avec les chœurs, le gospel et tout. Enfin, c'est magnifique, quoi. Franchement. Je suis tout à fait d'accord. Ça va, je suis rassurée d'avoir bien répondu. Et Théo se dit, je crois qu'Anna vient d'avoir quelques frissons d'effroi. Désolée, Anna. Désolé, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Très bien. Est-ce que vous avez encore des questions? À la base, moi j'avais invité, je vous l'avoue, Rosen il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Je pensais pas qu'on se ferait un truc spécial sur les questions trans et qu'on pourrait parler d'autres trucs. Donc si vous avez d'autres questions aussi, on peut aussi le faire rapidement parce qu'il y a quand même eu quelques
quelques autres actus LGBT, notamment des agressions homophobes. Une à Lyon, enfin il y en a eu plusieurs là récemment, et qui a pas eu beaucoup de réactions. Il y en a une à Paris aussi très très récemment, et aussi quand même un premier ministre gay. Ça c'est une actu LGBT. Est-ce que ça peut changer les choses pour les personnes LGBT d'avoir un membre de notre belle communauté à la tête du gouvernement, selon toi? Peut-être que certaines personnes LGBT pouvaient le penser à raison, naïvement, au moment où il a été nommé. Or, Gabriel Attal n'a jamais été un militant particulièrement porté sur les questions LGBT. Et d'ailleurs, il faut rappeler que, alors je jette vraiment pas une pierre aux gens qui font pas leur coming out et qui sont dans le placard, mais Gabriel Attal a été outé, donc il a fait son coming out de manière forcée. Il aurait peut-être pas fait s'il n'avait pas été forcé à le faire. Il serait peut-être encore dans le placard aujourd'hui. Donc il est plutôt quand même très discret sur ces questions-là. Je suis pas sûre que ça fasse de lui qu'il soit un super allié pour les personnes LGBT durant son mandat. Et d'ailleurs, je pense que ça fait quand même plusieurs années qu'on n'avait pas assisté et observé un discours politique aussi réactionnaire, conservateur, et une telle reprise des idées d'extrême droite par la Macronie, à commencer par la loi immigration, par exemple, mais d'autres projets. Donc, vu le tournant actuel du débat politique et vu le projet politique de la Macronie, je suis vraiment pas persuadée que Gabriel Attal soit le meilleur allié qu'on aurait pu rêver. C'est une question rhétorique. Il y a plusieurs ministres qui sont au gouvernement, qui sont des anciens de la Manif pour tous, donc peu probable que quoi que ce soit ne change, nous dit Sarillon 8. Effectivement, il y a Catherine Vautrin notamment qui est ministre du 7, Travail. C'est la moitié des ministres de plein exercice. Voilà. Plus des spécificités. Rachida Dati à l'Union européenne qui votait contre justement toutes les lois en défense des personnes trans, etc. Alors qu'on l'aime bien, Rachida Dati, dans les milieux, on adore le côté drag queen chez les PD, mais non. Pas du tout. Elle n'est pas de notre côté. Alors, Darmanin, bien sûr. Mais par ailleurs, ça pose quand même aussi des questions sur il y a eu un bouquin qui est sorti, mais sur être LGBT en politique et sur comment la représentation aujourd'hui des personnes LGBT est très diverse, c'est-à-dire y compris à l'extrême droite, mais que justement, comme tu le disais, c'est toujours une homosexualité respectable, etc., et qu'on voit que s'il y a 10 ans, il militait contre les droits des LGBT, aujourd'hui, il milite contre les droits des personnes trans, et que voilà, ça se continue, quoi. Et effectivement. Je pars dans ma tête. Je vais vous faire une grande. Mais je pense que pour les politiques, c'est affiché en tant que personne LGBT à un réel coût politique. Et Gabriel Attal il s'affiche pas comme tel, juste ça se sait. Et il ne peut être Premier ministre que parce qu'il répond à certains codes de l'homosexualité et n'est pas une grande folasse. Sinon, je pense qu'il n'aurait jamais été nommé Premier ministre et qu'il rentre dans un moule de masculinité acceptable, en tout cas suffisamment acceptable pour être nommé Premier ministre, là où d'autres personnes LGBT ne pourraient pas du tout être à sa place. Complètement. Puis on l'a vu avec l'affaire de Stanislas et du petit Lucas, donc le jeune qui s'était suicidé à l'école et dont le dossier avait été mis en dessous de la pile. Et je crois que Mediapart attend toujours une réponse de sa part là-dessus. Exactement. Donc bon, voilà. Stanislas, ouais, voilà, exactement. Sur ça, je pense que plein de gens confondent l'identité de genre et l'expression de genre. Est-ce que tu veux nous refaire
Le triptyque identité de genre, orientation sexuelle. Je pense que vu comment on vient de parler de quasi 2 heures, je suis pas sûr qu'il y ait besoin. Ouais. Le vote LGBT en faveur du RN doit-il être interprété comme une forme de résurgence d'un masculinisme toxique? Question très pointue, Terence. Alors, ce qu'on observe clairement, c'est que le RN et l'extrême droite, de manière générale, jouent sur la présence de plus en plus de militantes et de responsables politiques féminines, voire lesbiennes. C'est le cas avec l'AfD en Allemagne. Je crois qu'elle s'appelle Alice Wider, elle est lesbienne. Et ça permet, et la présence de Marine Le Pen notamment y participe, ça a permis à l'extrême droite de réduire, voire d'annuler, je crois aujourd'hui, ce qu'on appelle le gender gap. C'est-à-dire le fait qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qui votaient pour l'extrême droite et le Front National que de femmes. Aujourd'hui, ce gender gap, c'est vraiment extrêmement réduit. Et il y a une stratégie claire du RN et de Marine Le Pen là-dessus pour séduire un électorat féminin, voire même qui se revendiquerait féministe, et bien sûr un électorat LGBT. Totalement. Un article, je vais pas le rechercher tout de suite, mais il y avait un article de David Perrotin sur justement les liens entre l'extrême droite, entre homophobie et homonationalisme, et etc. Et de comment justement ils utilisent le racisme pour récupérer l'électorat, l'homosexualité pour justifier le racisme. Oui, voilà, pardon. Ouais, l'homonationalisme, du coup, ça correspond à, en gros, instrumentaliser les combats LGBT à des fins racistes. C'est-à-dire pour dire qu'en fait, les homophobes, c'est les autres. Donc, par les autres, on entend l'islam, clairement les musulmans, et donc ça permet d'extérioriser le problème et de cibler encore une fois les personnes étrangères, mais tout comme aujourd'hui dans la rhétorique autour de la fameuse théorie du genre, du wokisme, etc. Au Parlement européen notamment, il y a toute une rhétorique qui est de dire que la théorie du genre est imposée depuis l'étranger. Et donc là, c'est pareil, on retrouve un peu les mêmes arguments où ceux qui imposent le genre, c'est des gens venus de l'étranger, c'est les autres. Et voilà. L'ennemi de l'intérieur. Ouais. Les arguments masculinistes sont récupérés par l'extrême droite, y compris en essayant de toucher les femmes et les personnes LGBTI. Aussi. Dit Poulpine, alias désolée, je tout Poulpine, mais parce que je veux conseiller ton magnifique livre, Pauline Ferrari, qui est une consoeur d'Orcadre et qui a écrit le formidable Formé à la haine des femmes aux éditions J.C. Lattès l'année dernière sur les réseaux masculinistes, et du coup qui est une spécialiste de ces questions. Voilà, j'allais dire abonnez-vous, mais achetez le bouquin. Mais abonnez-vous aussi. Mais abonnez-vous aussi. Écoutez, très bien. Si vous avez encore quelques questions, encore une dizaine de minutes, on peut rester là. Démasqué. On te salue. Le nombre d'autrices dans ce chat, qui y avait d'autres? On ne sait pas. Dévoilez-vous. CF Thaïs Descuffon. Ah quoi, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait Thaïs Descuffon dans le chat. Non. Réfléchissez-vous à diffuser votre travail par des moyens autres que des articles, livres, documentaires, etc. J'ai fait un premier livre, il n'y en a pas de deuxième en cours, mais pourquoi pas. Des podcasts, j'ai pas le temps de m'y remettre, mais j'aimerais beaucoup pouvoir refaire du documentaire audio. Voilà, donc j'espère vraiment pouvoir en faire. Et comme on l'a dit au tout début de l'émission, j'ai créé une newsletter qui s'appelle Gender Cover, à laquelle je vous invite à postuler si jamais ça vous intéresse. Ça parle de discrimination et de questions de genre. Donc, tu veux que je la mette dans le chat? Comment Gender Cover, si tu veux la mettre éventuellement. J'ai l'impression que le son... C'est là? Ouais. Hop là, et je la mets dans le chat direct. C'est dans le chat, donc normalement... Postuler, genre faut envoyer une lettre de motivation. Est-ce qu'il faut envoyer une lettre de motivation ou juste le mail, ça suffit? Non, faut clairement pas envoyer une lettre de motivation.
Voilà, abonnez-vous et partagez à vos amis cette newsletter. Et puis, écoutez, on n'a qu'à dire que on se retrouve pas la semaine prochaine, on se retrouve pas la semaine d'après. Je vais retrouver mon papier pour me rappeler de la date. La prochaine émission, c'est sur les européennes. Hop là. Voilà, le 27 mai, on se retrouve pour parler des élections européennes avec Ludovic Lamant. Et j'annonce également l'émission, une nouvelle fois l'émission de demain dans À l'air libre sur la même question, du coup, mais avec des meilleurs invités. Fais gaffe parce que tu vas te retrouver avec toute la Bretagne sur le dos. Ouais, c'est ça. Et revenir avec les peines sardines. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toi, sauf si t'as Merci beaucoup pour l'invitation. Un mot de la fin. Non, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. J'étais ravie de participer à Abonnez-vous. Trop chouette. Eh bien, merci à toutes et à tous. Et abonnez-vous, quoi. C'est la fin la plus random de l'année. Je trouve plus mon générique. C'est très bien. Allez. Salut.